Alors là, c'est vraiment un livre qui n'en est qu'assez balbutiement parce qu'en plus, je devais partir dans les régions d'Europe centrale qu'on a évoquées en mars-avril dernier. Donc je ne suis pas partie. Et j'ai bon espoir de partir en septembre-octobre, ce qui ralentit un peu les choses. Mais n'empêche pas de les commencer. Alors ce début est vraiment un tout début que personne n'a lu. Donc la peinture est pas sèche dessus. Mais donc c'est un peu effrayant, mais c'est ça qui est bien aussi, il me semble. Et il y a juste un petit détail, oui, qui... Alors, ça se passe dans une famille allemande de Bratislava, et donc il fallait que je nomme des personnages allemands. Et donc j'ai trouvé ça bien de donner à l'un des deux petits garçons le nom de feu notre hôte, Heinrich Maria Revolt. Donc voilà comment se passent les choses. Donc, comment on nomme un personnage? Et bien, parfois on a un Heinrich Maria très vivant dans ses murs, et puis voilà. Et donc le premier chapitre s'appelle « Ils a reçu une lettre ». Sur l'enveloppe qu'il a reprise en main, des adresses ont été inscrites puis barrées d'un trait. Des rues balafrées dans les anciennes villes, Bratislava, Vejporti, Dresde, les foyers qu'il a connus puis quittés. À l'époque, ces rues portaient encore leurs cicatrices, peut-être les portent-elles encore, il n'en sait rien, il y a si longtemps que ces rues n'existent plus. Ce qui est nouveau, c'est que depuis la lettre, le reste lui aussi a cessé d'exister. Il se contemple avec étonnement les 3 bouteilles en verre qui attendaient, rincées, sur les gouttoirs, et se trouvent désormais sans destination. Puis elle se souvient de ce qui devait être la suite ou le début de la journée. Aller chez le retoucheur turc pour y chercher la jupe du tailleur qu'elle avait donnée à reprendre. À quoi bon pense-t-elle maintenant? Ce n'est pas la jupe, mais le corps tout entier qu'il faudrait reprendre. Or, après un certain âge, rien ne peut plus être repris. On doit se faire à cette idée, plus rien à faire, sinon apporter la jupe à triturer chez les Turcs, dans l'espoir qu'elle puisse encore servir. Et servir à quoi? Sinon à cacher ce qui reste, et n'en a plus pour si longtemps. On ne devrait pas placer trop de ses espoirs dans un instrument qui, dès la naissance, est voué à se détériorer, professait le docteur Kupka. Quel âge pouvait-il avoir à l'époque? Sans doute guère plus de 40 ans, et il était pourtant déjà vieux. Avec les époques, les âges perdent leur valeur comme les monnaies. Pour les bouteilles, il devait y avoir une raison. Elles devaient aller quelque part, être utiles à quelque chose, et il se le sait puisque c'est elle qui les a rincées, elle qui a forcé dans leur rouleau les poils récalcitrants du goupillon. Peut-être, comme cela lui arrive souvent, a-t-elle fredonné sans même s'en rendre compte les chants qu'on a enfoncés dans son crâne. C'est le temps de la jeunesse, nous construisons un monde nouveau, en avant, en avant, en avant, et nous regardons vers l'avenir, en avant, en avant, en avant. Les bouteilles n'iront plus nulle part, elles se sont figées sur les gouttoirs comme si leur raison d'être en ce monde venait d'être annulée par une force inconnue. Non, pas inconnue. Il ne fait aucun doute que leur arrêt de mort se trouve dans la lettre qu'il se tient sur ses genoux. Mais pour relire la lettre, il faudrait ouvrir à nouveau l'enveloppe, et bien entendu, il n'en a pas la force, parce que ce qui repose entre ses mains n'est pas une enveloppe, pas un simple morceau de papier, mais un linceul, blanc et couvert de balafre. Sous les traits des stylos qui, l'une après l'autre, les ont rayés, les villes ont commencé à s'agiter. Bratislava, Vejporti, Dresde. Chacune aurait maintenant son mot à dire, bien plus qu'un mot, trop à dire. Toutes les 3 veulent se mettre à parler en même temps. Alors les pensées d'Ilf se dérobent et foncent dans des chemins de traverse. Elles se perdent dans les sous-bois, trébuchent et tombent, puis suivent le cours lointain du fleuve jusqu'à revenir, haletantes, à la maison familiale, si près du fleuve et il y a si longtemps. Les Turcs ont resserré la jupe du tailleur. Elle flotte, étroite, comme un étendard rouge dans le ciel gris. Les bouteilles vides près de l'évier, sans destination désormais, se fondent et envoient leurs reflets vers l'arrière, vers le verre dépoli des fenêtres, vers la vie qu'elle tentait d'occulter. Et Ilse se retrouve dans la maison de son enfance, bombe chaude, cendre froide, rida rida, bom bom bom. On n'a jamais caché à Ilse que son père avait été fondu avec un autre. Au contraire, le capitaine, dans sa volonté de bien faire, avait donné trop de détails. La scène a près de 70 ans. Le souvenir devrait être aujourd'hui grisonnant et perclus, mais non. Il se tient droit au garde-à-vous dans la tête d'Ilse avec une vigueur intacte. Le capitaine est embarrassé. Peut-être que ses habits de ville le gênent. Il reste planté devant le piano, comme s'il s'apprêtait à dire des vers ou à chanter une chanson.
Les poussières s'agitent dans les rayons obliques du soleil, elles ondulent et se mêlent aux effluves des compresses de vinaigre que la mère d'Ils maintient sur ses tempes. Assise sur le tapis, Ils se regarde ses frères qui ne disent rien, puis lève les yeux vers le visage congestionné du capitaine, observe le menton rasé de trop près, les joues irritées et bleues, qui semblent avoir été prises au dépourvu par la lame, dénudées sans ménagement et forcées de s'offrir au monde. Dans le silence qui se prolonge, le capitaine finit par se lancer. Son récit obéit encore à la précision du style militaire, même si sa voix tremble un peu lorsqu'il en arrive aux détails, trop de détails. Le jaillissement des étincelles, le désordre affolé de la fuite, l'odeur écœurante des fumées, jusqu'au craquement final qu'avait fait entendre, dans sa débâcle, la lourde poutrelle chauffée à blanc. La voix du capitaine se coince dans les aigus lorsqu'elle approche elle aussi de sa chute, et qu'il faut raconter que le docteur Cusser était dans le hangar quand les bombes ont commencé, comme on dit, à pleuvoir, et voilà, en s'écrasant, la poutrelle de fer l'a cuit et fondu avec un autre, un lieutenant russe qui avait lui aussi la malchance de se trouver là. C'est ce qu'on a déduit, explique très gêné le capitaine, parce que dans les décombres, on n'a retrouvé qu'un unique morceau, informe et incomplet, de chair brûlée. Il se regarde vers le plafond. Dans l'air, les couples de poussière et de vinaigre se forment et se déforment. Ils se trouvent, puis se séparent. Rida, rida, bom, bom, bom. Le souvenir est intact, pourtant, au coin de l'image, quelque part dans le salon, il se croit apercevoir Edith, assise à sa façon furtive, semblant n'occuper aucune place et pourtant posée là sans qu'on puisse l'ignorer. Il se sait qu'elle se trompe, et elle s'inquiète que son souvenir divague. Bien sûr, Edith n'est arrivée que plus tard, avec le docteur Ruka. Mais la transition vers ce changement pourtant si radical s'est perdue. Une fois la guerre finie, ses frères ont dû partir, et c'est seulement alors qu'Edith est apparue pour devenir sa sœur. Là-dessus, la mémoire d'Ils n'hésite pas. Mais elle ne peut pas dire à quel moment les chansons ont changé, ni comment les parfums sucrés de sa mère se sont à jamais relativisés pour laisser place à un halo de camphre et de vinaigre. Dans cette chronologie brumeuse et liquéfiée, une autre chose subsiste, le caractère singulier de la bombe. Toutes les bombes, fait-on comprendre à Ils, ne se valent pas, et il y a une anomalie dans celle qui a fondu son père qui, ce jour-là, n'avait aucune raison de se trouver à Prague. Et justement, la bombe n'avait aucune raison de se trouver à Prague non plus, et il est important de le comprendre. Ce qui s'est passé, c'est que les Américains, nos alliés, s'en allant pilonner l'Allemagne, ont aperçu à travers les nuages une ville traversée par un fleuve. Alors ils se sont crus à Dresde et ils ont lâché dessus leurs mitrailles. Leur erreur a duré 9 minutes, le temps de faire 701 morts. Pour Ils, ce 1 est la preuve qu'on a compté avec soin. Mais est-ce que son père et le russe fondus ensemble ont bien été comptés pour deux? Ils attendent, mais personne ne pose la question. Considérant tour à tour les trames poussiéreuses du tapis et les visages blêmes de ses frères, elle comprend que ce n'est pas ça l'important. Après avoir présenté ses condoléances, le capitaine ajoute que c'est déjà un malheur d'être bombardé exprès dans la ville qu'on habite, un malheur immense forcément, mais se trouver par hasard dans une ville bombardée par erreur, alors ça. Un silence épais tombe dès que le capitaine a achevé sa phrase, dès qu'il devient évident que sa phrase n'ira pas plus loin. Et il n'en faut pas moins pour que ces notions, le hasard et l'erreur, commencent à se façonner bien à leur façon dans l'esprit d'Ils. Il est très difficile de dire à quel moment ça naît dans votre crâne, comment ça se développe et se solidifie, mais les idées qu'on se fait ont elles aussi leur chronologie, elles ont leurs batailles, leurs défaites et leurs événements, et ces événements, pas moins que les autres, sont soumis eux aussi au hasard et à l'erreur, même s'ils ne s'accomplissent que dans l'ombre, même si leur cours est presque impossible à retracer. Tout le reste, Ils pourrait le raconter sans faillir. Peu de temps après la visite du capitaine, ses frères, Georg et Heinrich Maria, ont dû partir, et après leur départ, sa mère a commencé elle aussi à disparaître, et d'une autre manière, pas en une seule fois. Puis Edith est venue s'asseoir sur le tapis à côté d'Ils, tandis que Pan Ruka s'installait dans le fauteuil de son père dont toute trace a bientôt disparu. En somme, il n'a fallu que très peu de temps pour que la maison du docteur Cusser devienne la maison du docteur Ruka, et Ils n'a rien trouvé d'étonnant à ce nouvel ordre des choses qui ne faisait que confirmer ce qu'elle avait compris. Parfois la vie vous sépare, parfois elle vous fond avec un autre.